Merci, merci. Bonjour à tous. Déjà, un grand merci au Fork IT d'organiser ce genre d'événement. Du coup, ça nous permet de nous tous se rencontrer. Ça me permet de découvrir la Tunisie. C'est super bien, franchement. Vous êtes bien ici. Alors, déjà, je vais débuter avec une question. J'ai une question. Qui a déjà pensé à tout plaquer? Voilà. Qui en a eu marre de la tech et en ayant envie juste de déménager dans la campagne et aller élever des chèvres? Ouais. Eh bien d'accord, on y a tous pensé. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un composant Symfony qui pourrait empêcher ça. Voilà. Peut-être. Alors déjà, pour que je sache bien à qui je parle, qui connaît et qui utilise un petit peu PHP? Ok, pas mal. Et pour Symfony, même question? Ok. Alors, vous en faites pas, ceux qui font ni du PHP ni du Symfony. Les concepts qu'on va aborder et les problématiques qu'on va voir, à vrai dire, ça s'applique à tous les langages. C'est juste qu'il existe une solution dans Symfony et je suis certain qu'il en existe dans votre autre langage. Donc, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire fictive. Alors, imaginons que je suis développeur et je travaille chez Acme Telecom. Donc, Acme Telecom, ils font quoi? Ils font des forfaits, ils font des packs data, ils font ce genre de choses. C'est genre Ooredoo, mais en moins bien, d'accord? Et leur équipe marketing, chez Acme Telecom, ils adorent les promotions. C'est vraiment leur raison de vivre. Tous les matins, ils se lèvent, ils prennent un café et ils se disent « Mais quelle promotion on va pouvoir bien inventer aujourd'hui ?» Bon, très bien, ils réfléchissent, et puis, un beau matin, ils viennent à mon bureau et ils me disent « Voilà, on a une super idée de promo. Ce qu'on va faire, c'est que le week-end, on va offrir 1 giga à nos utilisateurs. » Bon, très bien. Pour moi, pas de problème, hein. J'ouvre mon IDE, je crée la petite classe qui va bien, j'ajoute un if en PHP, et puis je teste ça, parce qu'il faut tester, c'est important, et donne. Le ticket, il est fermé en 5 minutes. Du coup, trop facile, je suis très en avance, et puis j'envisage très sérieusement de quitter le bureau à 15 h. Voilà. Et donc, 2 jours plus tard, nos amis du marketing, ils reviennent à mon bureau, et ils me disent « Ah, on a encore une super idée de promotion. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que si votre dernière recharge, c'est supérieur à 10 € pour le client, eh ben, on va leur offrir 1 gigabit à nouveau. » Bon, ok, c'est un petit peu plus complexe. Il va falloir que je récupère le montant de la dernière recharge. Il va falloir que je vérifie ce montant, que je vérifie si c'est supérieur à 10. Bon, ça passe. En vrai, ça passe. Du coup, deuxième if, rajouté dans ma classe, je push et je passe à autre chose. Mais bon, 2 offres, 2 ifs et surtout 2 déploiements. Je commence à sentir un pattern là. Et ce pattern, il ne me plaît pas vraiment. Vous allez voir pourquoi. Et puis les semaines passent, elles passent. Et puis avec ces semaines, le marketing, il vient de plus en plus à mon bureau, avec de plus en plus de nouvelles promotions. Jusqu'à un beau jour où ils viennent avec une promo en se disant « Eh, mais en fait, si nos clients, ils ont un prénom qui finit par un E, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur offrir 1 giga eux aussi. » Bon, là, ça devient complètement débile, on est bien d'accord. Et de mon côté, ça va plus du tout, hein, ça va vraiment pas. Ces ajouts de promo incessants, ça commence très clairement à me rendre complètement fou. Parce que j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose et répéter tout le temps les mêmes gestes pour des petits trucs. Et puis vient la promo finale, hein, super promo, 1 gigaoctet offert si vous savez comment quitter Vim. Alors, qui d'entre vous s'est déjà retrouvé coincé dans son terminal parce qu'il ne savait pas quitter Vim? Ça vous parle? Ouais, hein. On est tous passés par là. Moi, je sais faire maintenant, donc je gagne 1 giga. Bon, là, on est d'accord, le marketing, il a complètement perdu la tête. Mais je vais vous dire, c'est plus mon problème. C'est plus mon problème parce que j'ai craqué, en fait. Là, je propose un live Instagram depuis le Vietnam où je vais rejoindre les chefs locaux pour aller les élever. Bon, alors j'en profite pour me présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Mathias Arlot. Je suis un développeur PHP français. Je fais beaucoup d'open source, notamment autour de Symfony, API Platform, et j'ai eu la chance de rentrer dans la core team de Symfony. Voilà. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle Backslash, qui fait de l'expertise autour de Symfony, avec un autre membre de la core team. Donc si jamais vous avez des besoins, et si jamais votre code ressemble à ce que je vais vous montrer juste après, n'hésitez pas à venir nous voir, on sait comment régler tout ça. Alors, avant d'enchaîner, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le code qui a été créé pendant notre histoire. Alors, voici la première version, quand ils viennent me voir avec leur première promo.
Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste créé une classe qui s'appelle OfferChecker avec une fonction isEligible pour un client donné, un customer donné. Ça renvoie un booléen, oui ou non, grosso modo. Et puis en fait, ce que je fais, c'est que je fais un if, je compte entre guillemets le jour de la semaine, et puis si c'est supérieur ou égal à 6, c'est qu'on est le week-end. À ce moment-là, je renvoie vrai, sinon je renvoie faux. Plutôt simple, hein. Et quand la deuxième promo arrive, bah, j'ai juste à rajouter un if en dessous. Je récupère le customer, je regarde son dernier montant de recharge. Si c'est supérieur ou égal à 10, je renvoie vrai. Sinon, je renvoie faux. Alors du coup, je me dis, cool, ça va scaler. Spoiler, ça scale pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Voilà ce qui se passe après plein de promos. Vous vous rendez compte qu'on a une cascade de if dans tous les sens. On a des if pour, voilà, si c'est l'anniversaire du client, si son prénom finit par un E, si c'est quitter Vim, d'ailleurs c'est comme ça qu'on quitte Vim, et 47 autres offres. Et donc ce qui se passe là, c'est que chaque nouvelle offre, c'est un nouveau if, mais c'est aussi un nouveau déploiement. Et c'est aussi moi qui meurs un petit peu plus de l'intérieur à chaque fois. Mais le vrai problème, du coup, finalement, c'est pas vraiment le code. C'est plutôt ça, c'est le calendrier. Parce que chaque nouvelle offre, dans ce cas-là, c'est une nouvelle release, hein. Et ça veut dire que le marketing, il va dépendre directement de moi. Et plus le temps passe, bien entendu, plus il y a de promotions, et plus il y a de flèches sur mon calendrier de release. Et puis mon calendrier, il finit par ressembler à une carte du métro parisien, à peu près. Alors, malheureusement, aucun design pattern de code n'est en mesure de résoudre tout ça. Ce n'est pas la qualité du code ici. En fait, c'est le couplage entre la rapidité de l'évolution du métier et le développement et le déploiement. Okay, donc, c'est la dépendance à moi, développeur. Et s'il y a une promotion, par exemple, pour le Black Friday, ben, en fait, on doit déployer spécifiquement pour le Black Friday. Peut-être pas le jour même, peut-être une semaine avant, mais voilà, ça implique un déploiement. Donc, ils sont vraiment couplés aux développeurs. OK. Donc, moi, un soir, à 23 h, je suis désespéré. Et là, il me vient une idée géniale. Et si on stockait la logique, d'accord, directement en base de données? Ça peut être malin, ça. Ça voudrait dire qu'on met en interface d'administration un petit champ et on dit au métier, tu vas écrire un petit peu de PHP, hein, on va le stocker en base de données, et puis nous, eh ben, on l'évaluera avec la fonction eval de PHP qui évalue, en fait, si vous voulez, du PHP en texte. Problème résolu, hein, finalement. Puis OfferChecker, c'est top. Pas vrai? Pas vrai du tout. Là, ça pose des gros problèmes. Voilà ce que le marketing ou que n'importe qui a accès à l'administration ou à la base de données pourrait écrire. Alors en PHP, par exemple, si on écrit file_put_content /etc/passwd chaîne vide, ben on a vidé tous les utilisateurs du système. Puis on peut aller plus fort, hein, système rmrf /, comme ça on supprime le serveur directement, ce genre de choses. On peut aussi envoyer tous le secret de production à quelqu'un. Donc non, en fait, ça ne marche pas. Cette solution, elle ne marche pas. Et ça me rappelle une citation de Rasmus Lerdorf, qui est donc le créateur de PHP, qui dit « Si eval est la réponse, c'est que vous vous posez certainement la mauvaise question ». Et je suis assez d'accord avec ça parce que dans notre cas, eval, c'est un peu comme donner les clés du serveur au marketing en disant « Hey, change juste la promotion, tu fais rien d'autre, hein, tu changes juste la promotion ». C'est un peu comme si tu prêtes ta voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis. En théorie, ça marche. En pratique, la voiture, elle finit 90% du temps dans le mur. D'accord? Parce qu'il ne sait pas conduire. Et le marketing, ne sait pas faire de PHP non plus. Du coup, je suis un peu coincé. Je suis un peu comme ce cochon-là, en équilibre sur un fil, entre à gauche le hard coding, le code, ce que je fais, hein, quelque chose qui est sécurisé, qui est bien, qui est testé, mais où là, je suis le goulot d'étranglement. Et c'est là où je pars élever mes chèvres. Et à droite, la solution eval, où c'est assez flexible, mais c'est un désastre en termes de sécurité. On vient de le voir, d'accord? Et je me dis qu'il doit y avoir une solution, un entre-deux, hein, un truc qui est flexible, mais sans compromettre la sécurité de mon application. Et cette solution, elle existe. Bonne nouvelle, il y en a une. Alors, regardez ces morceaux de code. Ça, c'est du Symfony, d'accord? Et donc, on a quelques petits bouts de code qu'on pourrait écrire dans Symfony. Donc, on a isGranted avec une new expression et une chaîne de caractères dedans. On a une route où on peut définir une certaine condition. Et on a une contrainte de validation où on peut lui donner une expression. Alors, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui est en commun entre ces trois trucs. Est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est? Ouais, cool. En gros, voilà, vous remarquez qu'il y a une chaîne de caractères qui ressemble à du code,
mais qui n'est pas du PHP. Okay, c'est un mini-langage. Et ceux qui font du Symfony, est-ce que vous connaissez le composant qui est capable de traiter ça? Il n'est pas très connu, hein, mais vous en servez tous les jours. C'est le composant Expression Language. Voilà. Donc, ce composant, Expression Language, il permet d'évaluer et de compiler des petites expressions. En gros, c'est comme une sorte de mini-langage de programmation, mais sandboxé. Donc, sandboxé, c'est vraiment le mot important ici, d'accord? Parce que la beauté de ce truc, c'est que les non-développeurs, ils vont être capables d'écrire du code, et donc les non-développeurs, ils vont être capables d'écrire de la logique métier eux-mêmes, sans rien casser, parce qu'ils sont sandboxés, ils sont dans un bac à sable. Et ça va être justement ça, notre safe zone, entre le hard coding et le eval. Alors, concrètement, comment on se sert de l'expression language dans Symfony? En gros, il suffit de se servir de la classe expression language. On peut se l'injecter si on fait de l'injection de dépendance, sinon on peut l'instancier comme ça. Et puis après, une fois qu'on a notre objet expression language, on appelle la fonction evaluate, on lui passe une chaîne de caractères, 1 plus 2, il nous rend 3. Bon, c'est pas très impressionnant, ça sert à rien de faire un talk là-dessus, parce que bon, un truc qui sait faire des additions, c'est une calculette. Mais ce que ça sait faire aussi, c'est ça. On pourrait écrire day of week supérieur ou égal à 6, par exemple. Et ça, bah, c'est notre première promo. Super. Et cette string, justement, day of week supérieur ou égal à 6, eh ben, on va pouvoir la stocker en base de données. Et elle pourra être changée quand on veut, sans nécessiter un nouveau déploiement du serveur. Donc on peut aller un peu plus loin et écrire notre deuxième promotion, par exemple customer de last recharge supérieur ou égal à 10, et là, cette fois-ci, on lui passe, vous avez vu, en deuxième argument, un contexte. Donc dans ce contexte, ici, on passe customer et on lui donne une variable, enfin une valeur, pardon. Okay, donc l'expression language va être capable d'y accéder, mais il va pouvoir accéder uniquement à ça, juste à customer, à rien d'autre. Pas $_server, pas de file get contents, pas de système. Il va juste accéder à ce qu'on lui donne, donc customer. Et c'est ça notre sandbox. OK ? Alors allons-y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter notre nouveau moteur d'offre. Okay, donc on va le faire ensemble, on va le lire ensemble. Donc j'ai une classe, toujours ma classe offer checker, j'injecte mon offer expression language, ça va être le expression language, mais à nous. On y reviendra un petit peu plus tard, mais en fait on peut le pimper un petit peu. Donc voilà. J'injecte aussi la normalizer interface, enfin un normaliseur du composant serializer de Symfony. Vous en faites pas, je vous en parle juste après. Et puis dans la fonction isEligible, eh bien, j'appelle juste evaluate et j'évalue une condition string qui vient de la base de données. Okay, et je lui passe en contexte un customer et now. Et customer, donc ici on appelle this normalizer normalize, ça c'est pour convertir notre objet en tableau. Alors pourquoi on fait ça? Parce que si on passe un objet, eh bien l'expression language il va pouvoir appeler toutes les méthodes de notre objet, y compris set password, et ça on ne veut pas. Donc en convertissant notre objet en tableau, en le normalisant, on expose juste ce dont on a choisi. Alors, maintenant on peut se demander, mais en vrai, est-ce que si on prend un peu de recul, comment l'expression language il est capable de comprendre ça? Comment il est capable d'interpréter une suite de lettres comme ça pour savoir qu'il faut accéder à une propriété, faire une addition, faire des conditions, ce genre de choses? Eh bien, en fait, vous allez voir que c'est comme n'importe quel langage, la technique qui est utilisée derrière ça, et je vous propose d'aller voir un petit peu sous le capot. Je vais vulgariser, mais au moins vous aurez le concept de comment il est possible d'avoir une chaîne de caractères et de l'interpréter. En fait, c'est votre code, hein. Quand vous écrivez du Python, du C++, du Java, ce que vous voulez, finalement, vous écrivez du texte. Mais il est capable de le comprendre. Et on va voir comment il va faire. OK ? Alors, le composant expression language, et de manière générale, quand on essaie de comprendre une chaîne de caractères, ça se passe en 3 étapes. Et en fait, c'est comme notre cerveau quand on lit une phrase. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire toutes les lettres et on va identifier des mots. OK ? Et ensuite, on va essayer de comprendre la structure de ces mots. On va essayer de comprendre la grammaire. On va se dire, alors ça, c'est un adjectif, ça, c'est un verbe, ça, c'est un nom, tout ça, tout ça. Et ensuite, troisième étape, une fois qu'on a ces mots avec la petite étiquette dessus pour savoir si c'est un verbe, ce genre de choses, on va en tirer le sens. OK ? Donc, première étape, parce qu'on va le faire ensemble. La première étape, c'est de trouver les mots. Et dans le jargon du développement, on utilise ce qu'on appelle un lexeur. Okay, et donc le lexeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas lire lettre par lettre pour trouver les mots, mais il va lire caractère par caractère pour trouver un token. Okay, donc on va jouer ensemble et on va essayer d'être le lexeur. Donc ici, on a cet exemple-là. Customer de last recharge supérieur ou égal à 10 and day of week supérieur ou égal à 6. Très bien. Vous êtes prêts? On est parti. Donc,
On est le lexeur, donc on lit la première lettre, enfin le premier caractère. On se rend compte que c'est une lettre. Bon, je simplifie un peu, mais grosso modo, vu on est tombé sur une lettre, on se dit, on va continuer à lire les caractères jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui n'est pas une lettre, à peu près. Okay, donc on lit C, on lit U, S, T, O, M, E, R, et pendant ce temps-là, on stocke, on garde en mémoire ce qu'on a lu, d'accord? Et puis on tombe sur un crochet. Ah, c'est pas une lettre. Et donc là, on s'arrête, et en gros, on coupe notre chaîne de caractères et on prend ce qu'on a sauvegardé, customer. Okay, donc customer, ça va être notre premier token. Et ce token, le lexeur, il est intelligent, il sait l'identifier. Il sait que c'est un nom de variable, parce qu'il est composé que de lettres. Encore une fois, je grossis un peu le trait, mais ça vous permet de comprendre un peu le truc. Et ensuite, quand il tombe sur un crochet, le lexeur, il sait qu'il va tomber sur le début d'un accès à un tableau. Okay, donc on continue. Ensuite, on lit le guillemet, et là, le guillemet, il se dit « Ah, c'est qu'on va rentrer dans une chaîne de caractères ». Donc, on va avancer jusqu'à ce qu'on retombe sur un guillemet, sauf s'il y a des échappements, sauf cas particulier, mais encore une fois, je vous donne le truc dans les grandes lignes. Donc, on est parti, on lit L, A, S, T, etc., 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 jusqu'au guillemet. Et là, on sait qu'on a une string, une chaîne de caractères. Il le garde en mémoire, et ensuite, il lit le crochet, et il se rend compte que c'est la fin de l'accès au tableau. Okay, donc, au final, il sait maintenant qu'il a un deuxième token, et c'est un accès tableau avec last recharge. On a fait ces deux tokens, en gros. Du coup, s'il continue, le lexeur, il va grosso modo trouver ça. Il va voir que customer, c'est un nom de variable, on a un array access, supérieur ou égal, c'est un opérateur, voilà, 10, c'est un nombre, end opérateur, etc., etc., etc. Donc ça va être nos petits... Il a réussi à éclater la chaîne de caractères en petits éléments qu'il est capable d'identifier. Okay, et il est capable de les labelliser, quoi, grosso modo. Mais, enfin, comme les verbes, les adjectifs, les noms, etc. Mais il ne comprend toujours pas le sens. Il ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Et pour ça va être le rôle du parseur. Alors, le rôle du parseur, c'est de prendre ces tokens-là et de construire un arbre. D'accord? Vous allez voir, c'est très visuel. Un arbre, et dans le jargon, on appelle ça un AST, pour Abstract Syntax Tree. C'est un arbre syntaxique abstrait. Et l'arbre, il va représenter la structure de nos tokens. C'est ce qui va dire, en gros, ça va avec ça, ça doit être évalué avant ça, ce genre de choses. OK? Donc, avant de construire cet arbre ensemble, j'ai une petite question pour voir si vous êtes des bons parseurs ou pas. Alors, petit quiz. Entre A, B ou C, qu'est-ce qu'on va devoir évaluer en premier? Alors, qui dit A? OK. Qui dit B? Ça marche. Qui dit C? OK. Alors, il y a un peu de tout, tout le monde est... voilà, c'est à peu près du 33% de partout. La bonne réponse, c'était A. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne peut pas comparer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et oui, avant de vérifier si notre recharge est supérieure ou égale à 10, on a besoin de savoir ce que c'est la recharge, non? Donc finalement, on va évaluer A en premier pour avoir la valeur. Ensuite, on sera capable de la comparer avec 10, donc ce sera B. Et finalement, il y a le et qui vient se poser tout en haut, tout à la fin, pour comparer la partie gauche, on va dire, de la partie droite. Bref. Donc c'est parti, le parseur, grosso modo, il fait ça. Et pour Customer Last Recharge, il va prendre ces deux tokens et il va créer un nœud qui s'appelle getAttr, pour Get Attribute. Récupère l'attribut sur Customer. Okay, donc ça va être nos trois premiers nœuds. On va avoir getAttr en haut et deux nœuds qu'on appelle des feuilles parce qu'elles sont tout en bas de l'arbre, que sont Customer et Last Recharge. Et puis une fois qu'on a donc la valeur de la recharge de Customer, hop, on peut rajouter un nœud au-dessus. On crée une nouvelle feuille 10 et puis on crée un nouveau nœud au-dessus des deux, supérieur ou égal. OK, ça va jusque-là? Cool. Et puis côté droit de l'expression, vous allez voir que c'est la même logique. Day of week, c'est une fonction, on crée un nœud ou une feuille, 6 c'est pareil, et au-dessus, on met supérieur ou égal, le nœud supérieur ou égal. Okay, donc on a deux mini-arbres ici, deux branches, une pour le montant de la recharge et une pour le jour de la semaine. Ce sont deux questions indépendantes, mais qu'on va pouvoir regrouper cette fois-ci, in fine, avec le mot, le nœud end. Voilà, donc on a notre arbre, et maintenant, si on veut le comprendre, il suffit de le lire de bas en haut. Donc on récupère les valeurs, hop, on les compare, et finalement on les combine avec le end. Voilà, donc retenez que l'arbre, c'est clairement, il stocke l'ordre d'évaluation au sein même de sa structure. Ce n'est pas le parseur qui le stocke quelque part en disant évalue ça, puis ça, puis ça, puis ça. C'est l'arbre lui-même qui stocke cette structure. Bon, alors je passe un peu vite, mais dans le monde Symfony, chaque nœud est une classe PHP à part entière. Les AND, les supérieurs ou égales, c'est des binary notes parce qu'on compare deux éléments.
Voilà, on a un name node pour les variables, function node pour les fonctions, constant node quand on va avoir des scalaires, des strings, des integers, etc. Et chaque classe, en fait, ce qu'elle fait, c'est deux choses. C'est s'évaluer et se compiler en PHP. Vous allez voir ce à quoi ça sert. Troisième étape, bah finalement, il n'y a plus qu'à lire l'arbre. On a l'arbre, donc il suffit de le traverser. Okay, et donc cette fois-ci, on va descendre dans l'arbre et chaque nœud va calculer sa valeur en fonction des nœuds qu'il a en dessous de lui. Okay, donc le AND, il va dire, mais qu'est-ce que j'ai à gauche et qu'est-ce que j'ai à droite? Mais à gauche, il va dire, mais attends, j'ai pas encore la valeur. Et on descend et descend récursivement comme ça, jusqu'à ce que toutes les valeurs remontent et qu'on ait le résultat final. Donc voilà, en résumé, on a trois étapes. Donc le lexeur, qui va créer des tokens, comme nous, on crée des mots avec notre cerveau. Le parseur, qui va créer un arbre avec tous ces tokens, comme nous, on crée en gros la grammaire. Et puis finalement, on a le compilateur ou l'évaluateur qui va définir un résultat, comme nous, on tire du sens de la phrase. Et c'est comme ça qu'on est capable d'avoir une chaîne de caractères en entrée et un booléen en sortie, tout simplement. Bon, à cette théorie, on va construire rapidement ce moteur de promotion. Alors pour ça, on étend la classe de base expression language, ok, et en fait, on va brancher un function provider. On va voir ce que c'est. En fait, un function provider, c'est grosso modo le vocabulaire métier qu'on va donner au marketing. Hein. Ça va être ce que le marketing va être capable d'écrire ou de ne pas écrire. Donc voilà ce à quoi ça peut ressembler. En gros, hein, même si vous ne faites pas du PHP, on implémente une certaine interface qui nous demande de renvoyer un certain nombre de expression functions. Ce sont des objets. Okay, et les expression functions, elles vont devoir faire trois choses. Donner un nom, ok, logique. Se compiler, donc en gros, c'est renvoyer une chaîne de caractères qui représente du PHP. Ça, c'est quand on veut écrire du PHP. La plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de faire ça, mais il faut quand même l'implémenter. Et une fonction, voilà, s'évaluer. C'est-à-dire que si on m'appelle, il faut que je renvoie une valeur. Comment je fais? Voilà. Et donc là, ben, ce qui est cool, c'est qu'il y a de la sécurité. Le marketing, il est capable d'écrire day of week, ends with, mais il ne peut plus écrire system, il ne peut plus écrire exec, il ne peut plus écrire unlink. Okay, elles n'existent juste pas dans leurs univers. Et en termes de sécurité, la meilleure sécurité, ce n'est pas le filtrage, hein, c'est carrément l'absence de possibilités. Voilà. Voilà, c'est toujours une meilleure approche. Donc le résultat, hein, c'est que maintenant, le marketing, il est capable d'écrire ça. Okay, et du coup, ben, c'est lisible, c'est sécurisé, zéro déploiement, zéro développeur. Et moi, bah, du coup, bah, j'ai construit le moteur une seule fois, et puis maintenant, j'ai ajouté mes fonctions, et je suis retourné à moi Mac, et je suis très bien, ça me va bien. Alors, avant que vous rentriez chez vous et que vous mettiez du expression language un peu de partout, petite pause. En fait, il y a 2-3 pièges, et je suis tombé dedans, hein. Donc je vais quand même vous les donner pour éviter que vous preniez les pieds dans le tapis aussi. Alors, premier piège, c'est le debugging. C'est-à-dire que si dans mon code, il y a quelque chose qui est mal codé et qui plante, bah moi je lance un outil de debug, hein, et puis je mets un breakpoint et je fais un step into, ce genre de choses, ou un var dump, un die, ce genre de choses, mais en moins de 2 minutes, j'essaie d'identifier la cause. Mais pour une expression en base de données qui renvoie faux au lieu de vrai, bah là on est un peu embêté. Parce qu'on débug quoi? Une chaîne de caractères. Donc on ne peut pas mettre de breakpoint dans une chaîne de caractères. Du coup, mon conseil pour ça, c'est que dans le panel d'administration, il faut mettre un mode dry run dès le départ. En fait, il faut quelque chose qui affiche le résultat de l'expression dynamiquement en administration avec plusieurs jeux de données pour bien pouvoir la tester dans des conditions réelles. Malheureusement, vous ne pourrez pas aller regarder vraiment précisément dans le code ce qui se passe, mais vous pourrez bidouiller un petit peu. Donc, soyez pas à l'aveugle et affichez le résultat attendu le plus tôt possible. Deuxième piège, la typo. Est-ce que quelqu'un a remarqué la typo de la slide précédente? Eh oui. Regardez, ici j'ouvre first name avec une double cote et je la ferme avec une single cote. Bon, pas facile à trouver, hein, parce qu'en plus il n'y a pas de coloration syntaxique. On est un peu embêté. Et ça, ben, ça explose au moment de l'évaluate, donc ça explose en prod et ça explose potentiellement un samedi pendant que je suis dans mon Mac. Donc solution, c'est de jamais sauvegarder une chaîne de caractères sans la ligne T. D'accord? La ligne T, ça veut dire vérifier qu'elle est syntaxiquement valide. D'accord? Et donc ce qu'on peut faire, c'est que dans le formulaire d'administration, eh bien, on empêche de sauvegarder tant qu'on n'a pas, entre guillemets, un lint valide. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas réussi à passer ça sans avoir d'exception, au final. Troisième piège, la performance. Parce qu'à chaque fois qu'on appelle la fonction evaluate, eh bien, l'expression language va refaire le lexing. Donc, on éclate les tokens. Refaire le parsing. Donc, on fabrique l'arbre. Retraverser l'arbre. Donc, pour une expression, c'est négligeable, mais quand on a 300 offres et 200 millions d'abonnés, ça commence à poser un problème. Alors, bonne nouvelle, c'est très simple de régler ce problème. Il suffit, on peut juste dire à l'expression language, utilise du cache.
Okay, et donc là, l'AST, donc l'Abstract Syntax Tree, l'arbre, il est construit qu'une fois et il est stocké en cache. Et donc, toute la mécanique de lexing et de parsing, elle sera faite qu'une fois pour une expression unique. Okay, et le piège numéro 4, c'est le plus vicieux, ça va être la complexité des expressions. En fait, l'expression language, si vous voulez, il est fait pour des expressions simples. Si votre expression, elle ressemble à du code, c'est que finalement, ça devrait peut-être être du code, non? Et ça, ce que vous voyez sur les slides, c'est un peu le sweet spot, hein. C'est une ligne, une condition, le marketing, il comprend ce qu'il écrit, le dev, il comprend ce que ça fait, c'est top. Par contre, si ça commence à ressembler à ça, là, c'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar. Vous n'avez pas résolu le problème, vous avez juste déménagé. Avant, c'était du PHP illisible, maintenant, c'est de l'expression language illisible. Donc, c'est encore pire, parce que vous ne pouvez même pas débugger. Donc, c'est n'importe quoi. Du coup, si vous dépassez, voilà, on va dire une ou deux lignes, sachant que c'est qu'une ligne, vous m'avez compris, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est pas hésiter à découper un petit peu votre expression et créer des fonctions qui font un peu de métier en code PHP. Voilà. Ou même carrément le remettre en PHP, il n'y a pas de souci. Alors, c'est pour ça que l'idée, c'est de viser la bonne cible. Si vos promos sont stables, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas souvent et ça ne change pas souvent, codez-les. On a toujours fait ça, on va toujours faire ça. C'est simple. Du coup, on a testé en plus notre code, il est versionné. C'est pas ça du tout, c'est ce qu'on fait. C'est bien. Maintenant, si les promos, on va dire, elles sont dynamiques mais simples, à ce moment-là, justement, utilisez l'expression language ou l'équivalent dans n'importe quel langage que vous utilisez, parce que c'est pour ça que ça existe, hein, c'est vraiment le sweet spot. Voilà. Et maintenant, pour des conditions, des promos qui sont complexes, cette fois-ci, et dynamiques, bah là, c'est le fameux it depends. Et le it depends, ce n'est pas une non-réponse, hein, ça veut juste dire posez-vous les bonnes questions. D'abord, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est vraiment complexe ou est-ce que je suis capable de le découper, encore une fois, en fonction, avec mon function provider, avec un truc qui fait un peu plus de choses que compter le jour de la semaine, par exemple. Le day of week supérieur ou égal à 6, vous voyez, eh bien, on aurait très bien pu créer une fonction à nous qui serait juste isWeekend. C'est possible aussi. Et donc, ça simplifie un petit peu le travail. Donc, voilà. Voilà. Et si, par contre, ça ne suffit plus, et que décomposer juste ça ne suffit plus, et que c'est vraiment complexe, eh bien là, vous pouvez penser à des choses comme de la programmation visuelle. Alors, c'est d'autres outils, je pense à N8N comme ça, mais il existe des outils, je ne saurais pas tous vous les lister, où grosso modo, on est capable d'ajouter des boîtes, et puis de les lier entre elles, et ces boîtes, en fait, elles vont être capables de faire pas mal de choses, faire des appels API, faire des conditions, faire des comparaisons, etc. Et du coup, c'est plus du code, c'est quelque chose de visuel et qui est un petit peu plus simple à maintenir et à comprendre. Ok ? Du coup, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le problème, finalement, à la base, c'était pas le code, c'était plutôt le couplage entre la vélocité du métier et le déploiement technique. Et justement, l'expression language, ce composant, ou n'importe quel autre composant, encore une fois, dans les autres écosystèmes, ça permet de couper ce fil, d'accord, de cette dépendance, et proprement, et surtout en toute sécurité. Si vous laissez les clés du camion à quelqu'un, vérifiez voilà, qu'il ait le permis. Voilà, merci.